Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter François. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Grégoire, agriculteur dans le Maine-et-Loire, et qui va répondre à nos questions. À l'occasion, notamment aujourd'hui, ce vendredi 26 janvier, a été la journée où il devait y avoir une manifestation. Il y a eu un appel à mobilisation pour des blocages des routes parisiennes. Alors, finalement, on a vu ce matin que cette mobilisation était relativement faible puisqu'une seule route était bloquée vers Saclay en direction de Paris, donc sur une quinzaine, trentaine de kilomètres de la capitale. Alors, première question, voilà, on va parler de votre avis en tant que agriculteur, pardon, indépendant. On va, voilà, hors des syndicats, puisqu'il faut rappeler que ces appels à manifester à se mobiliser, sont en général dirigés par la FNSEA, donc le syndicat majoritaire des agriculteurs, et aussi par les jeunes agriculteurs. Voilà. Donc, bonjour Philippe Grégoire, merci d'être avec nous. Bonjour. Que pensez-vous, donc première question, que pensez-vous de ces blocages et de cet appel à bloquer aujourd'hui, et est-ce que vous trouvez que ça a été une réussite? Quel est votre avis? Alors, donc moi je suis bien agriculteur, oui, dans le Maine-et-Loire à côté d'Angers. Je suis non syndiqué et je suis représentant chez République Souveraine avec Georges Kusmanovic pour la partie agricole, on prône un programme souverainiste. Alors, qu'est-ce que je pense des blocages des manifestations? C'est toujours très courageux de la part des agriculteurs d'essayer d'influencer, de changer le système, d'essayer de faire bouger les lignes, interpeller les politiques pour essayer d'améliorer nos conditions de vie et nos revenus. Donc il y a des indépendants, c'est pas forcément que le syndicat, il y a une partie des départements qui échappent au syndicat. De façon générale, à tous les syndicats, il y a la coordination rurale qui est en mouvement dans certains départements, la Confédération paysanne aussi, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher, comme à chaque grand mouvement, depuis les grands mouvements, depuis 1953, où il y a des grands mouvements agricoles, c'est la FNSEA qui est en cogestion avec le pouvoir, qui infiltre et qui récupère les mouvements parce qu'ils ont la puissance économique et la puissance financière. Et je veux quand même tout de suite préciser qu'ils représentent 25,8% des agriculteurs, hein. Parce que quand ils disent qu'ils sont majoritaires, bien sûr, ils font 50% des votants, mais ils font 50% de 45% de votants. Donc, ils représentent 25,8% des agriculteurs. C'est un peu comme Emmanuel Macron. Si on dit Emmanuel Macron a fait plus de 50%, oui, mais si on prend le premier tour, il y a un très faible pourcentage des Français qui ont voté pour lui. Voilà. On ne prend pas ceux qui ne votent pas, par exemple. Voilà. Non, il y en a 55% qui participent pas au vote dans le monde agricole et les plus nombreux, la première force agricole, c'est les non-syndiqués. C'est comme ça. Et alors, il y a eu une seule route bloquée finalement, malgré l'appel qui prévoyait que 5 autoroutes en direction de Paris seraient bloquées. Que pensez-vous de... Est-ce que ça a été un succès? Quel est votre regard sur ces manifestations aujourd'hui? Alors mon regard, si vous voulez, moi, du terrain, et Ouais. avec les relais que j'ai dans tous les départements, parce que je travaille avec une équipe où on est maintenant présent dans presque 55 départements, avec une association qui s'appelle le SAMU social agricole, d'accord, auquel aujourd'hui je ne vais pas parler parce que je ne parle pas au nom du SAMU social, je n'ai pas de mandat pour en parler du tout, je m'exprime en mon nom moi personnel au nom de République souveraine, mais par les réseaux qu'on a sur tout le terrain dans toute la France, en fait ce n'était pas prévu ça. Ce n'était pas prévu parce qu'il avait négocié avec le gouvernement d'avaler cette suppression du GNR. Si on commence par parler du GNR, gazole non routier, c'est du rouge, nous, qu'on a dans nos tracteurs. Les gens ont du blanc, c'est le même, sauf qu'il est coloré et il est détaxé. C'est 1,4 milliard. Ça coûte 1,4 milliard à l'État. Voilà ce que ça coûte pour le monde agricole et le TP, hein. Il y a des gens du TP qui en bénéficient de ça. D'accord? Et donc, il n'avait pas prévu le coup puisqu'il avait signé avec le gouvernement un étalement, une disparition en fait de cette niche fiscale de les 1,4 milliard. Il l'avait négocié jusqu'en 2030. Donc, il avait signé en septembre. Bon. Et là, c'est la base. Ils ont été dépassés par la base. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de souffrance dans les campagnes. Les gens sont à bout. Il n'y a plus d'argent dans les exploitations. Et la situation, pour être très clair, hein,
la situation se dégrade. On est toujours à 2 suicides par jour, mais la situation se dégrade d'année en année. Pourquoi d'année en année? Parce qu'on n'a pas la main sur notre facture, on n'a pas la main sur notre coût de production pour passer les hausses, et la crise de l'énergie n'a pas impacté que les agriculteurs, mais le fait que la France ait pris parti dans le conflit en Ukraine, si on avait joué la position, si le chef d'État avait fait un choix d'une position non alignée, où on n'aurait donné ni raison à l'Ukraine, ni raison aux Russes, on serait resté neutre. Je pense qu'on aurait gagné beaucoup d'argent d'un point de vue sur le coût de l'énergie. Là, comme on s'est mêlé du conflit, bah, l'énergie a un impact. Le nucléaire, on a fait des conneries en abandonnant à des moments donnés notre filière nucléaire. Donc, on a une augmentation de l'énergie, du coût de l'énergie, une augmentation du coût des engrais, etc. Et c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais l'origine des problèmes agricoles ne vient pas du gasoil, hein, je vais vous en parler, ni des normes. Alors, juste une toute petite rectification, c'est très intéressant ce que vous nous dites là. Par contre, pour les chiffres, si je ne me trompe pas, c'est bien un suicide tous les 2 jours et pas deux suicides. Ce qui reste Non, intolérable et pas 2 suicides par jour. mais justement, c'est 2 par jour. Mais Selon ça, les oui, normes. alors ça, il faut aller voir les notes de conjoncture de la MSA. Il suffit D'accord? d'aller voir même à un moment donné, alors c'est l'année dernière ça, Monsieur Damazin, qui est en charge du mal-être au niveau national pour l'agriculture, Damazin, député de la République en marche, il a dit, il l'a avoué lui-même que le chiffre exact, on ne pouvait pas le donner. Il a même dit, à un moment donné, si on retourne chercher sa phrase, que c'est probablement plus que ça. D'accord. Ah non, c'est un drame national et Tout je à peux fait. vous expliquer pourquoi les gens se suicident, si ça vous intéresse, Tout à fait. plus les agriculteurs qu'un maçon, qu'un plombier ou qu'une PME. Je peux vous l'expliquer si ça vous intéresse. Alors, ça m'intéresse totalement, mais on peut en parler juste après, parce qu'il faut revenir. Là, vous avez évoqué les problèmes. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure où je voulais revenir dessus. Vous avez dit que le problème, c'est que vous n'avez pas la main sur votre facture, c'est-à-dire que les agriculteurs, contrairement à beaucoup de professions, produisent, mais ne peuvent pas dire, bon, bah voilà mon produit. On va dire, c'est l'industriel qui va arriver ou la coopérative qui va dire, bon, bah, par exemple, vous êtes éleveur laitier. Je vais acheter votre lait, tant de centimes d'euros. Alors que normalement, c'est par exemple, si par exemple nous, les journalistes, si on fait un article, souvent on va dire, bon bah voilà le prix de mon article. Et c'est normalement dans un domaine non précaire, on décide du prix de sa facture. Pour vous, c'est le problème principal, c'est un des problèmes principaux aujourd'hui des agriculteurs indépendants. Alors bien sûr, ça je vais vous l'expliquer parce que si vous voulez, Ouais. en fait ils ont biaisé le débat comme ils le font d'habitude, le syndicat, pour pas revenir au cœur du sujet, au fond du sujet. Le Hmm. fond du sujet, le GNR, Euh, les annonces qui vont être faites à l'instant où je parle, j'ai pas les annonces, mais c'est bien parce que comme ça, je vais prendre de l'avance. Vous allez Ouais. pouvoir voir si je suis à côté de la plaque. Ils vont aménager le truc du GNR, c'est 1,4 milliard. Dans une exploitation, ça va de zéro, l'augmentation du GNR, hein, les 2 centimes 8. Ça va de zéro, il y a des agriculteurs qui n'utilisent pas de GNR, hein, les gens qui sont hors sol, qui n'ont pas de terre. Ça peut aller, la réduction, à 500, 1000, allez, 2 000 euros, peut-être 3 000 euros dans des grosses exploitations, les 2 centimes 8, là. Hein. Les normes, bah pareil, ça a un faible impact sur le coût du producteur parce que les normes, il y en a qui sont supérieures en Suède, au Danemark, en Hollande, elles sont supérieures à nous. Certes, dans le sud de l'Europe, il y en a moins, à l'étranger aussi, mais l'histoire des normes, ça va jouer pareil sur des faibles montants. Par contre, où je vais vous emmener, c'est le fait que l'agriculteur n'ait pas sa facture et que c'est l'industrie agroalimentaire qui a la main sur les paysans. Là, je vais vous donner les chiffres, ils vont être très précis. Sur une ferme moyenne, je ne prends pas un céréalier qui a 1000 hectares. Hein. La ferme moyenne, d'ailleurs, aujourd'hui, elle est de 67 hectares. Sur une ferme moyenne, par personne, hein. Donc il faut multiplier par 2 pour un couple. Hein. Il manque, je parle de l'élevage, mais pas que l'élevage, hein, voilà, les maraîchers, il manque de 50 à 80 000 euros par associé par an de produits. Alors, soit sur le produit qu'on vend, soit en retouchant à la chaîne de valeur et en enlevant des postes charges qui ne sont plus utiles dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs, il y a eu un empilement
de complexité, entre autres, dans certains domaines, c'est vrai, administratifs, des choses qui n'ont plus lieu d'exister, mais c'est pas ça qui va nous sauver, hein. Et le fait majeur de ces 50 à 80 000 euros qui manquent par associé, hein. Donc un couple, par exemple, pour prendre un exemple, qui va produire 400 000 litres de lait, mettons en conventionnel, hein, le prix réel du litre de lait aujourd'hui, c'est le modèle canadien avec la gestion de l'offre, donc il manque 21 centimes du litre, hein. Donc 2 fois 4, 8, il manque 85 000 euros par an, dans l'exploitation qui fait 400 tonnes. Donc il est bien évident que tout le monde va rentrer à la maison, là, ce soir ou dans les jours à venir, et que vous pouvez me réinviter, c'est ça l'avantage, vous me réinvitez dans 2 mois, dans 6 mois, à la fin de l'année, je pourrais vous dire ce que je suis en train de vous dire, ça ne changera rien. Parce que l'enjeu, ils vont mettre des pansements, ils vont donner des aides, ils vont mettre un programme pour l'installation des jeunes et tout ça. Donc, on va jouer sur 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, 8 000 euros, et il manque 80 000 euros. Vous Ah voyez? oui. Et là, vous parlez, donc quand vous parlez de ces pansements, on imagine sur une jambe de bois, vous parlez des futures décisions de Gabriel Attal qui devraient arriver Oui. prochainement. Je parle des décisions avant qu'elles arrivent, parce que ça va être un pansement sur une jambe de bois, parce que le cœur du sujet, le cœur du réacteur, c'est quoi? Il y a 80-20. Il y a 20% des agriculteurs qui gagnent bien leur vie. Au-dessus, c'est des chiffres MSA, Mutualité sociale agricole, et les chiffres de l'INSEE. Je travaille que sur là-dessus. L'INSEE, la Cour des comptes, tout ça. Les 20% qui gagnent bien leur vie, ils sont au-dessus de 1766 euros. Brut, c'est les chiffres bruts, parce qu'on est obligé de prendre brut. Avec l'INSEE, on prend des chiffres bruts pour faire des croisées de données. Donc il y en a 20% au-dessus de 1766 euros. Et vous allez voir que ce n'est pas par hasard ceux qui sont au-dessus. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle qu'ils soient au-dessus. Dans ces 20%, donc ces 20% aujourd'hui, il y a 389 000 à peu près agriculteurs, hein, 385 000. Donc c'est 20% de ce chiffre-là, hein, et il y en a 18 000 en Outre-mer, d'accord, en plus des 389. C'est qui les 20%? C'est des céréaliers, des grands céréaliers et les vignobles. La viticulture, attention, les gens qui stockent, les gens qui font la transformation, qui mettent en bouteille et qui vendent leur vin. Et les céréaliers, c'est des céréaliers, c'est pas des denrées périssables, ni le vin, ni les céréales. Donc soit ils les stockent dans la coopérative et ils déclenchent la vente par téléphone, ils vont sur Internet et ils suivent les cours, comme le cours de la bourse, et ils déclenchent la vente au moment le plus opportun, hein, et la viticulture, pareil, vous stockez. Alors n'oubliez pas quand même que quelqu'un qui fait ce métier-là, les 20%, céréalier ou un viticulteur, ils gagnent leur vie, hein, 2, 3, 4 000 euros par mois, mais il fait 3 métiers, le viticulteur. Il est producteur, il est transformateur, il fait sa vinification, et il est commerçant. Il a 3 casquettes. Le céréalier, il est producteur, il stocke son grain, hein, il n'y a pas de transformation là, il n'y a pas besoin de transformation. Et ensuite, il est commerçant parce qu'il suit les cours des marchés. Il n'est même pas obligé de le vendre. Il peut garder sa récolte pendant un an. C'est une question de trésorerie, de fonds de roulement. Et il va jouer sur les paramètres des prix. Maintenant, j'arrive aux 80%, en dessous des 1766 euros. Et c'est là que vous allez bien comprendre. Et il y en a 42% en dessous le RSA, qui est aujourd'hui à 579 euros. 42% en dessous le RSA. Et dans ces 80%, eh ben, comme par hasard, vous êtes obligé de passer soit par un abattoir avec vos animaux, vous n'allez pas les égorger dans la ferme, soit par un abattoir, soit par un outil de transformation qui s'appelle une laiterie, transformer les produits laitiers, soit par une coopérative viticole, pour ceux qui ne font pas le vin eux-mêmes, soit par une coopérative céréalière ou une coopérative de légumes qui va ensuite vendre vos légumes. Et là, on a les 80. Et pourquoi on a les 80? Parce que la clé, comme le commerce il s'est mondialisé, on est sur la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Et c'est surtout la fin de ma phrase, la libre circulation des capitaux, qui a tué les paysans. Et la marge des paysans, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de résultat,
pour qu'il y ait un résultat, il faut encadrer les outils de transformation, les industriels, il faut les encadrer, ainsi que la grande distribution. Parce que la grande distribution et les outils de transformation, ils ont des plateformes à travers le monde. Comme ils ont des plateformes à travers le monde, vous savez bien, ils pianotent sur Internet, et puis ils disent, bon, bah c'est bien, moi je veux des vaches, ah bah là j'en ai vu en Pologne, ah, en Pologne j'en ai à 3,10 €. Est-ce que vous pouvez me les livrer à 3,10 €? Ah bah non. Nous, on dit, nous, c'est pas possible, on gagne pas notre vie à 3,10 €. Bon, bah c'est pas grave, vous les gardez, on n'en a pas besoin. Voilà, point barre. Idem pour les légumes. Et alors, la gravité de la situation, c'est que ces plateformes qui se sont montées, la majeure partie, ce sont des gens du conseil d'administration de la FNSEA qui sont dans ces plateformes. C'est-à-dire qu'il y a conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts. C'est-à-dire que nous, dans notre profession, si vous voulez, vous connaissez bien, vous avez bien connu Laurent Berger, Philippe Martinez. Hein. Alors nous, la particularité, c'est que chez nous, un Laurent Berger, hein, c'est-à-dire le président de la FNSEA, mais ça, c'est comme ça depuis longtemps, hein, il peut être en même temps président de Renault, Peugeot et Michelin. Et d'après eux, selon leur dire, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ça leur paraît normal que des gens de la FNSEA soient à la tête des multinationales qui nourrissent, par exemple, pour prendre quelques exemples, le groupe Avril nourrit les animaux du bétail au Brésil. Ils ont une société là-bas de commercialisation d'aliments du bétail. Donc les aliments, quand ils dénoncent les importations, les animaux d'Amérique du Sud qui reviennent dans nos assiettes, ils sont nourris par des aliments d'Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Idem en Nouvelle-Zélande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Oui, si vous ils ont voulez, des intérêts dans d'autres activités, alors qu'ils parlent de réformer les lois, mais finalement, leur jugement peut être biaisé par les intérêts qu'ils ont dans ces autres activités. si vous voulez, ils dénoncent le libre-échange, ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'en tant que syndicalistes, ils ne peuvent pas tenir un autre discours. Mais en même temps, c'est un double discours, un double langage, hein, comme les politiques savent le faire. En même temps qu'ils disent, nous sommes contre les traités de libre-échange, en même temps, ils organisent avec leur structure des plateformes, et ils ont des plateformes à travers le monde, dans Hmm. tous les pays, sur tous les continents. Donc, on a une partie, on importe 30% de notre alimentation. Mais on a une partie de notre alimentation qui revient, qui est organisée par des gens de chez nous, de chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ça tout à fait. s'appelle l'arroseur arrosé, ça. Et alors, vous disiez, pour revenir, on était parti de l'analyse de ces manifestations de ce vendredi. Est-ce que vous m'avez dit, hors micro, avant qu'on commence, que tout cela était téléguidé? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, si vous voulez, c'est un grand classique. Le gouvernement ne veut pas qu'il y ait de soulèvement, il ne veut pas un mouvement gilet jaune. Donc, par le résultat des élections aux chambres d'agriculture, la FNSEA a à peu près 10 millions d'euros par an de subventions. C'est le fonctionnement, voilà, comme pour les syndicats ouvriers, ils ont 10 millions d'euros. Donc, il y a une cogestion qui s'est installée depuis 1946. Il faut quand même pas oublier qu'à la sortie de la guerre, ils ont eu la gestion du foncier, ils l'ont toujours, hein, des terres, à travers des commissions structures. Donc cette cogestion fait que le gouvernement qu'on a actuel, mais ceux d'avant aussi, hein, qu'on a eu, Hollande, Sarkozy, tous, hein, ils sont pour la libre circulation des biens, des marchandises et des capitaux, ils sont pour le libre-échange tel qu'il fonctionne. Ils mettent des pansements pour réparer les dommages collatéraux. Les pansements, c'est quoi? C'est le RSA, c'est la prime d'activité, ils donnent des aides au coup par coup pour essayer d'atténuer la souffrance. Mais le fond du problème, c'est la base du commerce. Dans la mesure où ils laissent notre industrie agroalimentaire, nos industriels nous mettent en compétition avec un Polonais, avec un Indien, avec un Chinois, en ayant eux-mêmes des plateformes. La Coperle, par exemple, qui est une grosse coopérative, pareil, tout ça, ça travaille avec la FNSEA. La Coperle en Bretagne, elle a un outil de sélection en Chine. Vous voyez?
Donc, si vous voulez, les capitaux, ils se sont répandus sur la planète. Alors, je vous dirais, à partir des années 60, des années de 45 à 1960, la FNSEA, il n'y avait qu'un syndicat d'ailleurs à l'époque, a plutôt bien géré le pays, a plutôt bien géré, il y a eu des bonnes choses de fait. Et à partir de la politique agricole commune avec monsieur Edgar Pisani, là, on est rentré dans une compétition, le mot compétition, avec la préférence communautaire, mais les Allemands acceptaient la préférence communautaire à condition qu'on s'aligne sur des prix américains, etc. Donc ça commençait déjà à serrer. Il y a eu une forte restructuration du monde agricole des années 60 aux années 80. Hein. On a fait des remembrements pour diminuer le nombre d'agriculteurs et envoyer les gens dans l'industrie, pour développer l'industrie dans les usines. Donc, diminution importante du nombre d'agriculteurs. Des années 80 aux années 2000, bon, continuité de la restructuration des agriculteurs, mais forte restructuration des outils de l'agroalimentaire. Il y avait plein de coopératives partout en France et en Europe. Et là, les outils de transformation, ils se sont concentrés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 1,4% des entreprises de l'agroalimentaire contrôlent 85% à peu près des emplois et du bénéfice. 1,4% des entreprises qui appartiennent à quelques groupes. Donc vous avez quelques oligopoles, Bigard en viande, LDC dans la Sarthe en volaille, deux Hollandais dans toute l'Europe sur le marché du veau, LDC dans la Sarthe, leader européen, Bigard, Lactalis, Sodial en lait, deux acteurs majeurs, hein, Empeur, la Copperle et Bigard, parce que Bigard a les abattoirs Empeur aussi. Donc, il s'est créé des oligopoles agroalimentaires et grande distribution. Il ne faut pas l'oublier, les quatre centrales d'achat. Donc, on a concentré les outils. Et en face, ces outils-là, ben, vous avez 400 000 agriculteurs. Donc, vous avez 400 000 agriculteurs qui sont en face de quatre acheteurs et 3-4 acteurs de l'agroalimentaire qui sont des oligopoles. Et là, à partir des années 2000, c'est là qu'il y a un basculement, notamment avec la société qui est pilotée par des gens de la FNSEA qui s'appelle InVivo. InVivo, à partir des années 2000, c'était créé en 2001, c'est un regroupement d'environ 210 grosses coopératives. InVivo est rendu au sommet de Davos, des gens de la FNSEA. Là, on est passé de 2000 à 2024 dans une financiarisation de l'économie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les acteurs d'InVivo, le président d'InVivo et le président de la Cavale en Vendée, donc FNSEA, tout ça, c'est des gens du bureau de la FNSEA, ils sont rendus au sommet de Davos à travers des startups. InVivo, si vous voulez, pourquoi je vous parle de financiarisation, InVivo, la dernière acquisition qu'ils ont voulu faire, c'est racheter les chaînes de magasins Casino avec Xavier Niel, que vous connaissez, le patron, il travaille avec Xavier Niel aujourd'hui, le patron de Free, Mathieu Pigas, Et aussi dirigeant du journal Le Monde, il a une multicasquette. Xavier Niel, Mathieu Pigas, que vous connaissez, Ouais. Alexandre Zouari, qui a 45% des magasins Picard surgelés et qui a des magasins franchisés Casino. C'est un mariage avec InVivo, qui est une structure, pas de la FNSEA, mais parallèle à la FNSEA. Et InVivo, pour que ça vous parle, pour vous dire qu'on est dans la financiarisation, InVivo, peut-être que ça ne vous parle pas, mais vous faites travailler, vous, InVivo, quand vous sortez faire vos courses. InVivo, c'est les chaînes de magasins Jardiland, Damvert, Boulangerie Louise. Boulangerie Louise. Vous avez après les chaînes de magasins Restoria. Alors ça, c'est Unigrain. Hein, parce que les grosses plateformes FNSEA qui sont en lien avec la FNSEA, c'est Unigrain et InVivo. La Coupe du Monde de rugby, l'alcool, c'était InVivo. Le champagne sur les Champs-Élysées, c'est des bras d'InVivo. InVivo a une compagnie aérienne en Nouvelle-Zélande avec un avion à 34 places qui vend du vin dans les avions. Voyez le modèle agricole, où est-ce qu'il est rendu? C'est-à-dire que nos représentants
qui parlent à la télé, là, que tout le monde voit à la télé, ils ont des bras avec des sociétés financiarisées et en même temps, la même personne ou son beau-frère ou sa belle-sœur, ils sont capables de venir sur un plateau en disant nous sommes contre les traités de libre-échange, nous défendons la souveraineté et les petits paysans. Ah, je regrette, mais là, quand on est dans des sociétés à 12, 13 milliards d'euros avec une portée planétaire, je vois pas comment on peut défendre un agriculteur qui fait des moutons, des canards ou des cochons. Là, il y a deux poids, deux mesures. Là. On peut pas être patron de start-up comme ça et en même temps dire, bah les gars, faut qu'on fasse quelque chose pour améliorer la situation. Non. Donc, la vraie solution, il y en a pas 50, c'est d'encadrer la transformation et la distribution. Et après, mettre un modèle de gestion des volumes, et partir sur un modèle sur la base de la charte de la Havane, que vous connaissez peut-être pas, mais qui n'a pas été ratifiée le 24 mars 1948. La charte de la Havane, c'est 53 pays qui s'étaient réunis à la Havane, bien avant Castro, bien entendu, et qui voulaient suivre ni le modèle soviétique, ni le modèle actuel qu'on a néolibéral américain. Et c'était la coopération entre les États avec l'équilibre de la balance des paiements. Et c'était un modèle c'était moins brutal. C'était pas le moins-disant social, le moins-disant environnemental, c'était pas la compétition permanente, c'était le principe des échanges. Alors ça existe un peu, je peux vous prendre des exemples, c'est pas Mais alors, officiel bien sûr, mais ça juste existe à déjà, la base. juste avant ça, c'est très intéressant. Et là, vous proposez des choses, donc vous avez un angle positif, c'est très intéressant. Mais comment est-ce que ça pourrait être appliqué aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques voudraient aller dans ce sens et redonner du pouvoir aux agriculteurs indépendants? Alors, ceux qui sont au pouvoir actuellement, La République en marche, ceux qui ont été au pouvoir, la gauche plurielle et les républicains, c'est-à-dire l'UMP, ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de vous exposer. Ce que je suis en train de vous exposer, c'est un programme souverainiste. Alors, ça existe, je vais vous dire. Vous avez les Indiens, par exemple, qui le pratiquent, mais c'est pas officiel, parce que bien sûr, il n'y a pas d'accord planétaire. Alors, comment on pourrait le mettre en place? Je vais vous y répondre en même temps. On pourrait le mettre en place si dans nos politiques, on avait des gens qui étaient avec une mentalité de souverainiste. On peut, avec deux ou trois pays, commencer à faire des échanges. On ne va pas renverser la planète, hein, faut pas rêver. Mais avec deux ou trois pays, commencer à faire des échanges réciproques sous la base de la charte de la Havane. Alors les Indiens le font. Exemple concret, les Indiens achètent des rafales. D'accord? Il exige qu'une partie de l'appareil soit fabriquée chez eux. Nous, on garde la licence, bien entendu, mais il existe qu'une partie de l'appareil soit fabriquée chez eux. C'est un genre de coopération. Pourquoi il exige ça? Ben, c'est pour pas que les pays qui ont des technologies plus avancées, ils gardent toutes les licences, toutes les technologies, toute la puissance d'exportation et qu'ils appauvrissent les autres pays. C'est un modèle d'échange réciproque avec un maximum d'équilibre de la balance des paiements. Il y a l'exemple du Canada, le père de M. Trudeau, là, qui avait été Premier ministre, dans les années 80, il a mis en place la gestion de l'offre pour les agriculteurs. C'est une organisation de producteurs indépendante qui est au-dessus des industriels et c'est bien les agriculteurs qui font la facture à travers l'organisation de producteurs. Et eux, ils sont payés 63 centimes, le prix qu'on devrait être payé. Nous, on est payé 42 et le prix réel, c'est 63. Et là, ce qui va se passer avec le gouvernement, le prix, bah, je vous le donne, hein, il va rester à 42 et ils vont donner, bien sûr, des sucettes. Hein. Ils vont abolir le GNR, ils vont mettre... Voilà, donc ils ne vont pas répondre sur le fond. C'est pour ça que vous pouvez me réinviter quand vous voulez. Je suis sûr et certain de mes propos. Sûr et certain. Et la FNSEA ne porte pas de son côté, ou les autres syndicats ne portent pas non plus ces propositions de loi finalement positives que vous évoquez en ce moment. Alors, positif pour les agriculteurs, mais pour ramener du revenu à des agriculteurs, ça suppose, vous avez bien compris, de revoir les marges dans la chaîne de valeur.
Et l'industriel, lui, comme il gagne beaucoup d'argent, vous savez que Lactalis a fait fortune, vous savez que Bigard a fait fortune, LDC a fait fortune, c'est parmi les plus grandes fortunes de France. Voilà. Donc, ils sont pas prêts à revoir ce schéma. Parce que là-bas, au Canada, Lactalis est présent au Canada, c'est marrant, faudrait que les journalistes ils fassent une enquête là-dessus. Lactalis est au Canada. Pourquoi Lactalis au Canada, il paye le lait 63 centimes et 42 en France et 52 en Italie? Pourquoi? C'est bizarre. Si on est dans la mondialisation, le moins 10 ans partout, le tous contre tous, la compétition, comment se fait-il que les Canadiens, ils ont réussi à mettre un système en place pour se protéger? Alors, les frontières sont pas fermées, hein, mais c'est une gestion des volumes. Il accepte des importations et des exportations, mais c'est limité. C'est 3-4% suivant l'équilibre du pays, du niveau de production auquel ils sont. S'ils sont en sous-production, bah bien sûr qu'ils laissent les denrées rentrer chez eux. Mais les denrées qui rentrent chez eux, il n'est pas question qu'elles rentrent pour écouler le prix des producteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, le problème du libre-échange tel qu'il est là, c'est qu'on est au moins 10 ans social. Donc, celui qui sonne le là sur le prix, hein, là, on nous parle des normes, tout ça, c'est pour détourner le débat. Moi, je connais très très bien la production du mouton et j'ai beaucoup d'amis qui se sont suicidés malheureusement en mouton. Vous savez, le mouton, les gens qui sont morts en mouton, et ça continue, la crise du mouton, ils sont pas morts par les écologistes ni les normes. Ils sont morts par le Commonwealth. Quand le Commonwealth est rentré en commercialisation avec la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, les moutons, dans les années 80, le prix il a été divisé par 2. Ça n'a rien à voir avec les normes, ça n'a rien à voir avec l'agribashing, ça n'a rien à voir avec le glyphosate. Un producteur de moutons n'utilise pas de glyphosate. Donc, le problème est très simple, c'est beaucoup des modèles à base de pâturage. C'est le libre-échange qui détruit les paysans. Ça n'a rien à voir avec le cœur du sujet, si vous voulez. Si vous vous attaquez au GNR ou aux normes, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas des problèmes, hein, administratifs et tout ça, mais vous allez toucher sur une exploitation, vous allez toucher de 0 à 3 000 euros. Vous Hmm. allez toucher sur le budget. Moi, ce que je vous parle là, de revoir le mode du commerce, moi, je touche de 50 à 80 000 euros par exploitation. Donc, on ramène de la dignité dans les fermes, de la rémunération. Qui dit rémunération dit créer des emplois, parce que sur le potentiel de ferme qu'on a aujourd'hui, là, on a un potentiel de création d'emplois de 600 000 emplois. Il manque en moyenne 1,5 personnes par exploitation. Imaginez-vous que c'est les retraités qui continuent jusqu'à 80 ans, jusqu'à la mort, à aider les enfants. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un paysan aujourd'hui, qu'un accident ou une maladie, vous savez à combien on a? On a 29 euros par jour de la mutualité sociale agricole. 29 euros par jour. Comment vous voulez-vous vous faire remplacer dans une exploitation où on fait 12 à 18 heures par jour avec 29 euros par jour? Les jeunes, le gouvernement ne va pas l'annoncer, mais les jeunes avant l'installation, on devrait avoir des prix à hauteur de notre coût de production, comme je vous ai dit, le modèle canadien, pour reconnaître notre travail. Et dans l'installation, on devrait intégrer l'assurance l'homme-clé. C'est quoi l'assurance l'homme-clé? L'assurance l'homme-clé, il faut compter 6 000 euros à peu près pour adhérer à une assurance privée pour se faire remplacer en cas d'accident. Pourquoi 6 000 euros à l'année, hein? Parce que le jour qu'un éleveur il est opéré ou il est hospitalisé, il faut 2 salariés temps plein pour le remplacer, puisqu'on fait 70-80 heures. Il faut 2 salariés temps plein. Comment vous allez payer 2 salariés temps plein avec 29 euros par jour? Il faut une assurance l'homme-clé pour nous remplacer. On n'est même pas capable de se faire remplacer quand on est malade. Vous vous rendez compte où on est rendu? Il faut rappeler que dans les années 80, vous pourrez le confirmer, puisque les gens ont oublié, mais dans les années 80, les éleveurs laitiers tels que vous pouvaient faire nourrir 4 personnes. Il y avait une bonne, il y avait des assistants. Et donc, ça démontre comment en 40 ans, en 30-40 ans, on a détruit le modèle social de la vie du paysan. Si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, on a concentré les exploitations, on est passé de plusieurs millions d'exploitations à moins de 400 000, et plus vous grossissez les exploitations, plus vous industrialisez l'agriculture,
plus vous détruisez notre valeur travail. Parce qu'en fait, mon grand-père, il a élevé une famille de cinq enfants avec 5 hectares et 5 vaches. Mon père, il a arrêté en 53. Mon père a pris de 53 à 88, il a élevé une famille de 5 enfants avec 38 hectares et 30 vaches laitières. Moi, j'ai une centaine de vaches laitières, j'ai 2 enfants, je gagne moins d'argent que mon père et mon grand-père. Attendez, les gains de productivité, ils sont partis où, les gains de productivité? Ils sont partis dans l'industrie agroalimentaire, qui ensuite, elle, mène un combat avec la grande distribution. Et l'endettement, on avait un endettement moyen en 1980 de 50 000 euros par exploitation. Aujourd'hui, on est à 250 000 euros. Et je voyais Monsieur Bruno Le Maire avant de venir à votre émission. Il a fait sauter tous les outils de régulation. C'est lui qui a fait sauter les quotas laitiers, Monsieur Bruno Le Maire. Imaginez, on avait des quotas laitiers avec lesquels on ne faisait pas fortune. Je ne vais pas vous dire qu'on faisait fortune. C'était Michel Rocard qui avait mis ça en place et il avait raison à l'époque. Ça, on va dire, ça freinait l'appauvrissement. Ça permettait de moins effondrer les prix du lait. Et c'était en Europe, hein, c'était une décision européenne. Bon. Bruno Le Maire, c'était sous le mandat Sarkozy, il a fait sauter ça. En une nuit à l'Assemblée nationale, tenez-vous bien, on avait des références laitières qui s'appelaient des quotas laitiers, qui étaient rattachés à la terre. C'est-à-dire notre volume de référence était rattaché à nos hectares. En une nuit à l'Assemblée nationale, je l'avais interpellé à l'époque parce que j'allais au ministère, en une nuit à l'Assemblée nationale, il a donné nos références laitières à l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire aux coopératives gérées par la FNSEA et à Lactalis. Il les a données. Aujourd'hui, on n'a rien, plus aucun pouvoir entre les mains. Et alors moi, ce que je pense pour vos auditeurs, qui est le plus choquant, pour moi le plus choquant de tout, c'est qu'on n'a pas le carnet de facture. La facture est faite par l'industrie agroalimentaire. Un maçon fait sa facture, un plombier fait sa facture, un patron de PME fait sa facture, un vétérinaire fait sa facture. Nous, la facture, elle est faite par la coopérative, ou par Lactalis, ou par Bigard. Vous livrez la marchandise, vous savez 15 jours, 3 semaines, un mois après, le prix qu'ils vont vous donner. L'industrie agroalimentaire gère, c'est important ce que je vais vous dire, les importations, les exportations, les vides sanitaires, quand c'est du hors-sol, c'est eux qui gèrent les vides sanitaires, qui vont vous dire, monsieur, vous restez vide 15 jours ou vous restez vide 3 mois, parce que là, on n'a pas besoin de poulet, on a moins besoin de lapin. C'est eux qui gèrent ça. Importation, exportation, vide sanitaire. Donc, à partir de là, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il gère? Pas grand-chose. Et quand vous allez sur les plateaux télé, les journalistes parisiens ne connaissent pas le sujet. Ils parlent toujours de la grande distribution, du combat des agriculteurs contre la grande distribution. Mais les agriculteurs, mis à part quelques viticulteurs à la marge, les agriculteurs n'ont pas affaire à Michel-Édouard Leclerc, ni à Super U. Nous, dans nos fermes, ils viennent nous chercher nos produits, ils appellent du minerai, et ils nous le payent le prix qu'ils veulent. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on est appauvri. Donc c'est plutôt les agriculteurs contre l'industrie agroalimentaire que contre les grandes surfaces. Voilà. Voilà. Exact. Simplement, le problème de l'industrie agroalimentaire, c'est que dans la plupart des branches de l'agroalimentaire, c'est en même temps marié avec le syndicat. Il nous reste deux petits points à voir, c'était très intéressant. On a 5 minutes de retard, vous avez encore un petit peu de temps avec nous? Oui, oui. Alors, juste les deux dernières questions, merci pour votre temps. Beaucoup de gens se demandent alors, mais pourquoi pas faire des manifestations en allant directement bloquer Rungis ou les points comme ça névralgiques, on va dire, de l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce qu'il faudrait alors comme action selon vous? Si vous voulez, en plus, vous faites bien de me parler de ça parce que vous savez que ce modèle néolibéral, pas qu'en France, hein, européen et partout, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, il y a 24 à 48 heures, plutôt 24 à 36, mais il y a moins de 48 heures de stock de nourriture. Et vous savez où est le stock? Non? Il est dans les camions qui circulent. Autrement dit, il y aura une attaque majeure de terroristes ou je ne sais pas qui, il y aurait une attaque majeure sur les réseaux informatiques, hein, qui ferait tomber
les transports, parce que tout est informatisé aujourd'hui, hein, et ben, des grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, en moins de 48 heures, il n'y a plus de bouffe. Donc, nos dirigeants sont complètement inconscients. Alors, quand vous dites, parce qu'ils sont dans la financiarisation de l'économie, c'est la finance qui a pris le dessus des politiques. Alors, quand vous dites aller sur Rungis, on ne pourra pas aller bloquer Rungis en indépendant, parce que si vous voulez, le système tel qu'il est mis en place, il est en cogestion FNSEA et pouvoir politique, gauche comme droite. Et si des indépendants décident d'aller bloquer Rungis, les forces de l'ordre vont les déloger. Parce que vous avez vu, ça a dû vous frapper ça. Essayez, demandez en France quelle profession est capable de faire autant de dégâts que la FNSEA a fait, allez, on va dire depuis les années 60, depuis Alexis Bourbonnec, qui avait fait brûler la préfecture de Saint-Brieuc. Tous les dégâts qui ont été faits, les sous-préfectures, les magasins Leclerc, les routes, le fumier, le lisier, j'en passe et des meilleurs. Demandez quelle profession a fait ça sans avoir d'amende. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a une cogestion. Et si vous y allez, par contre, en tant qu'indépendant, alors là, vous allez être comme les gilets jaunes, hein. Vous allez dégager en moins de 24 heures. Merci pour votre réponse. La dernière question, du coup, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut qu'on en parle. Le suicide des agriculteurs, qui, dans tous les cas, reste un chiffre dramatique. Vous dites que vous avez un avis intéressant là-dessus. Effectivement, on en a parlé hier au téléphone avant de faire cet entretien. Vous disiez que globalement, il y a une pression familiale, sociale qui, quand l'agriculteur notamment est menacé ou perd directement sa ferme, la pression qu'il a sur lui de son environnement est beaucoup plus forte et le mène parfois au suicide. Alors, comment voulez-vous le dire avec vos propres mots? Alors oui, l'explication. Alors le suicide dans le monde agricole, on va pas tourner autour du pot. La FNSEA essaie de le cacher, donc parce que ça les arrange pas quand même. C'est quand même un drame humain, hein, pour les enfants qui restent et souvent l'épouse, mais il y a des femmes qui se suicident, hein. Alors la raison, ben, on la connaît, hein, ceux qui se suicident, c'est économique, hein, on est très très bien placé pour le savoir, c'est économique. Bon, et pourquoi un agriculteur se suicide plus qu'un patron de PME, un maçon, un plombier, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui ont des problèmes économiques, vous êtes d'accord? Vous avez les boulangers, tiens, par exemple. Pourquoi? Ben, c'est très simple. C'est que la plupart de nous, ça sera moins vrai à l'avenir, ça va évoluer grâce aux néo-ruraux. Les gens qui vont pas être d'origine agricole vont faire évoluer les mentalités agricoles, ça sera positif. Mais jusqu'à maintenant, la plupart d'entre nous, on a pris derrière nos parents. Père, grand-père, arrière-grand-père. D'accord? Et quand on s'est installé, on a fait une société avec les parents. On est en société. On a des sociétés avec des capitaux croisés. D'accord? L'affection sociétatis de la société qui a fait l'emprunt pour que le jeune il s'installe. Et l'affection familiale, c'est une force, mais ça peut aussi devenir une faiblesse. Quand l'exploitation se retrouve en péril, qu'elle doit déposer le bilan ou se mettre en liquidation, vous allez entraîner avec le dépôt de bilan les parents avec vous, puisqu'ils sont cautions ou ils ont des parts dans l'exploitation. Voire les frères et sœurs qui ont des terres, parce qu'il y a des groupements fonciers agricoles, les parents, quand ils ont fait les partages, les frères et sœurs ont gardé des parts dans le foncier. Si vous faites une liquidation, l'exploitation, elle ne va pas continuer, vous êtes d'accord? Elle va être reprise par les voisins. Et là, c'est un drame familial, parce que l'agriculteur va culpabiliser, parce que ses parents, déjà, il va avoir une pression de ses parents et de ses frères et sœurs, parce que là, il va penser que le problème, c'est lui. Parce qu'on va lui dire, bah, je comprends pas, ton grand-père, il a développé la ferme, il a vécu, ton père, il a développé la ferme, il a vécu, et toi, tu vas la mettre en faillite. Autrement dit, le problème, c'est toi. Et là, l'agriculteur, il va culpabiliser, il va dire, bah oui, c'est vrai, dans ma génération, je vais pas pouvoir tenir la ferme, et donc il se retourne l'arme contre lui. Parce que c'est l'attachement à la terre et à l'ancrage qu'il y a familial, où les parents sont souvent cautions, où ils ont gardé un bout des bâtiments, vous voyez, c'est cet ancrage familial là, qui peut Ah, tomber malsain.
Alors que finalement, et comme vous nous l'avez démontré, il y a tout un modèle systémique qui est, qui fait que pour les agriculteurs, c'est très très dur de survivre aujourd'hui et de faire survivre sa ferme. Et donc du coup, mais ça, finalement, l'agriculteur qui perd sa ferme, il ne le calcule pas, il le prend lui dans sa chair et il en a honte finalement. C'est ça. Il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté, il en a honte, et c'est le modèle économique qui nous broye, mais on a tendance à culpabiliser, et on se dit, en fait, le problème, c'est nous. Quand on sait que 80% des agriculteurs gagnent moins du SMIC, ben, on a compris que le problème, c'était pas nous, hein, et que ben, beaucoup d'agriculteurs s'en sortent parce qu'il y a de la double activité. L'épouse travaille à l'extérieur. Hein. Je peux vous donner un chiffre qui est très intéressant. Allez-y. Si vous enlevez les aides, toutes les aides, les 8 milliards de la PAC, les 1 milliard d'euros mis chaque année d'aide à la production par l'État, le fait que nos retraites sont financées par vous, sur 13 milliards d'euros, on en verse 3. Il y en a 7 qui viennent de l'État, 5 de la sécurité sociale. Tous les bâtiments qu'on construit, ils sont subventionnés à hauteur de 40-45%. On est perfusé de tous les bouts. Si on enlève toutes les aides à l'agriculture, on dit demain, on arrête la PAC, on subventionne plus les retraites des agriculteurs, plus rien. Il y a 5 à 6% des agriculteurs qui sont capables de vivre sans aucune subvention. C'est principalement des viticulteurs, quelques grands céréaliers, mais il va falloir les choisir. Sinon, les gens y tiennent par les subventions, par l'épouse, par les doubles activités, par les mandats professionnels, parce qu'il y en a, ils ont des mandats professionnels ou maire de la commune, donc ça ramène du beurre dans les épinards. Mais si vous enlevez les revenus extérieurs, c'est un effondrement total. Bah, il y a les champenois, évidemment. Voilà. Vous avez 5-6%. Le calcul, je l'ai fait. On a enlevé toutes les tranches par catégorie qui touchaient des aides. On les a tous mis de côté. Hein, et on a regardé qui était capable de vivre sans aide. Pratiquement personne. Philippe Grégoire, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On vous laisse partir puisqu'on vous a retenu 15 minutes de trop. Merci beaucoup. Mais c'était très intéressant et on espère peut-être refaire un entretien pour poursuivre, pour approfondir là-dessus, puisque déjà en 45 minutes, on voit que le sujet est parfois mal connu, puisque votre discours, comme celui des autres agriculteurs indépendants qu'on a pu recevoir sur cette chaîne, est souvent différent de ceux des syndicats qui font beaucoup de bruit en ce moment. Pas de problème, on pourra faire le point. Justement, c'est intéressant. Dans quelques semaines, comme vous voulez, chez vous, quelques semaines ou quelques mois, on peut faire ce qu'on appelle un arrêt sur image et vous verrez ce que je vous ai dit si ça se vérifie. Ah, mais on y compte bien. Et merci à vous, tous les lecteurs, de nous suivre. Et bien sûr, François est un média libre et on compte sur vos dons. Est financé exclusivement par vous. Alors, si vous avez la capacité de nous aider, c'est sur françois.fr/soutien. D'ailleurs, et on peut aussi aider le SAMU social national. Vous ne parlez pas en leur nom Oui, j'ai aujourd'hui? j'ai mes collègues moi là, je m'exprime pas aujourd'hui au nom du SAMU, Bien mais sûr. on a une association de défense des agriculteurs qui s'appelle le SAMU social agricole. Ils peuvent aller sur le site Voilà. et les gens peuvent faire des dons. Voilà. Voilà, ça fait beaucoup de gens à qui faire des dons, mais si on veut un monde nouveau, c'est aussi, il faut faire des sacrifices. On en fait tous. Il faut mettre la main à la pâte pour espérer avoir un monde indépendant et voilà, cohérent avec l'être humain. Merci encore beaucoup, Merci Philippe Grégoire. beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.